Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, de présenter Jérôme Bourgia. Jérôme est, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu, puisque ce n'est pas sa première conférence ici. Nous avions eu le plaisir de l'accueillir l'année dernière sur une autre thématique, sur les tortues, sur un travail leur migration, sur un travail qu'il avait fait lors de son passage pendant 15 ans dans l'océan Indien, puis sa poursuite après, bien sûr. Et à ce moment-là, il nous avait parlé de dorades, d'écouter les dorades, d'écouter les poissons en Méditerranée. Alors bien sûr, on l'avait réinvité pour une nouvelle conférence. Donc Jérôme Bourgia est spécialiste en biologie, en écologie marine. Il est actuellement à l'Ifremer de Sète, dans l'équipe Marbec. Voilà. Et il a été aussi responsable, après son passage pendant 15 ans dans l'océan Indien, du laboratoire d'halieutiques méditerranéen. Et après, donc, et maintenant à Sète. Donc aujourd'hui, il va nous faire écouter les poissons méditerranéens, nous parler de leur conservation, puisqu'en fait, la conservation des espèces marines est un deux thèmes qui l'intéressent particulièrement, et surtout face aux dangers anthropiques qu'actuellement ces espèces subissent. Donc je lui passe la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup encore une fois pour cette nouvelle invitation. Donc j'étais venu parler effectivement des tortues marines dans l'océan Indien, et de leur migration, de leur pérégrination, de comment elles se reproduisaient, de comment elles se rencontraient, de quelles étaient les menaces qui pesaient sur elles. Mais effectivement, j'étais déjà rentré de cette période dans l'océan Indien pour travailler en Méditerranée. Et là, je suis plus chef du laboratoire et je suis très heureux, je suis redevenu chercheur et je peux de nouveau m'épanouir sur de la recherche. Mais du coup, pendant que j'ai fait cette conférence, à un moment, je commençais à travailler sur les ressources en Méditerranée, puisqu'on m'avait demandé de rentrer pour travailler sur les ressources côtières. Alors, les ressources côtières, c'est un vaste sujet, surtout en Méditerranée, parce que moi, quand je suis arrivé, en fait, ce que je me suis dit, mais en fait, c'est pire que les dom-toms, la Méditerranée, en termes de suivi de pêche halieutique. C'est quand même assez étonnant, parce qu'on est en France métropolitaine, comme on disait là-bas. Moi, je voyais tout ce qui se passait en Atlantique, en Manche, des régulations extrêmement fortes, des suivis extrêmement forts, des déclarations de pêche. Et je suis arrivé en Méditerranée, j'ai été donc responsable du labo et de toute la collecte des statistiques de pêche en Méditerranée, et c'était le Far West. Et les services de l'État m'ont expliqué « Ah oui, mais c'est comme ça en Méditerranée ». Depuis, heureusement, il y a beaucoup de travail qui a été fait, ça s'améliore beaucoup, on revient à un stade qui est normal, on va dire, de suivi en fait, d'une activité économique. Mais on n'arrive toujours pas, sur un certain nombre d'espèces, à avoir des informations suffisantes pour savoir comment vont nos poissons. Donc nous, les scientifiques, on nous dit bah, « Allez, trouvez quand même des indicateurs, parce qu'il faut qu'on gère ces ressources. Hein, merci. » Et en plus, on ne nous donne pas trop de sous pour le faire. Mais on y arrive quand même, et donc on doit trouver des moyens un petit peu déviés pour essayer de comprendre comment vont nos ressources. Et c'est ça un petit peu que je vais raconter en parlant de Mare Nostrum à l'écoute des poissons de Méditerranée. Alors vous allez voir, je vous induis pas mal en erreur avec les titres, parce que l'écoute des poissons, effectivement, écoutez. Projetez-vous, où est-ce que vous êtes quand vous entendez ça? Fermez les yeux. Moi, je suis en Afrique et j'entends le croissement des crapauds dans la savane. Pas du tout. On est juste à côté, dans la baie de Sainte-Catherine, une manip qu'on a fait avec un collègue qui est là-haut, là-bas, Marc, et qui est extraordinaire, puisque ce sont les rascasses brunes qui, la nuit, chantent pour se repérer les unes par rapport aux autres, pour maintenir leur territoire. Les rascasses, ouais. Les rascasses brunes, excellentes d'ailleurs pour manger. Et donc c'est ça, l'écoute des poissons, c'est ça finalement. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sons pour comprendre la biodiversité. Alors moi je ne fais absolument pas ça. Donc cette conférence n'aura rien à voir avec le chant des poissons. Mais c'est pour vous dire que le son des poissons peut être un outil extrêmement fort pour bien gérer les ressources. Alors moi vous allez voir ce que je fais, c'est pas pareil. Moi je les fais chanter. Je les fais parler pour qu'ils me disent où ils sont. Vous allez comprendre comment. Et d'abord, c'est quoi la pêche ? Parce qu'il y a certaines choses que j'ai envie de clarifier. La pêche en Méditerranée, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 80%, entre 70 et 90% de pêche artisanale.
Donc ce sont des petits bateaux qui utilisent des engins artisanaux qui vont pêcher à côté de chez eux une ressource. Et ça, c'est sur toute la Méditerranée. On parle de 86 000 bateaux en Méditerranée. Alors c'est beaucoup, hein. 86 000 bateaux, c'est le nombre de voitures qu'il y a à Montpellier. L'espace n'est pas du tout le même que l'agglo de Montpellier. En Méditerranée française, on parle de 1250 bateaux. Vous vous rendez compte? Sur toute la façade méditerranéenne française, il y a 1250 bateaux de pêche professionnels en activité et qui pêchent les poissons. La majorité, c'est des artisanaux, parce que chez nous, même si la moyenne est autour de 75 au niveau européen, au niveau méditerranéen, chez nous, on est à 90% en fait, de bateaux artisanaux, de petites barques de moins de 12 mètres, qui sont généralement pilotées par une personne. 1250, c'est le nombre de voitures à Bagnols. Juste pour que vous ayez une idée. Donc c'est assez flagrant, quoi. 6500 bateaux en France, professionnels. Pour que vous ayez une idée, il y a 40 000 tracteurs. Donc oui, la pêche capture beaucoup, etc. Mais finalement, c'est peu de gens, c'est peu de bateaux qui vont aller exploiter une ressource pour une activité économique. Donc j'aime bien quand même remettre en dimension les choses parce que voilà, le nombre de voitures à Bagnols, c'est le nombre de bateaux qui pêchent officiellement, professionnellement en Méditerranée française. Donc 1250, c'est pas beaucoup. Donc on devrait être en capacité de les suivre et d'avoir les informations pour... Ben, on n'y arrive pas du tout. Qu'est-ce qu'on pêche en Méditerranée? C'est une production qui est en fait assez modeste. Pour avoir un ordre d'idée, on pêche 80 millions de tonnes de poissons sauvages par an dans le monde. En Méditerranée, c'est 1 million de tonnes. 1 million de tonnes, c'est beaucoup. Hein. J'ai mis des petits chiffres, c'est 350 000 vaches. En France, on a 15 millions de vaches. Donc encore une fois, c'est bien de voir un peu ces contrastes-là. Hein. Il y a 15 milliards de vaches sur la planète. On pêche 350 000 vaches en France. Donc une ressource encore une fois importante, mais qu'on a besoin de manger. Mais voilà, en termes de volume, vous vous rendez compte que finalement c'est une activité économique qu'on entend parler tout le temps, mais finalement c'est relativement peanuts par rapport à plein de choses. Pourquoi? Parce que la mer a une valeur patrimoniale, parce que la mer, les poissons sauvages ont une valeur en fait pour nous qui est différente, enfin je l'espère, qu'une vache. Après ces captures, c'est assez étonnant, Méditerranée et partout dans le monde, elles sont en baisse depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis les années 90 en gros. Et on a une diminution de l'ordre de 20% depuis 1990. Alors ça, globalement, c'est pas des très bons signes. Si on regarde maintenant qu'est-ce qui est évalué, quel est l'état des stocks en Méditerranée, entre autres françaises. En Méditerranée, tout court, on a aujourd'hui 72 stocks, aujourd'hui c'est à peu près pareil les chiffres, 72 stocks qui sont évalués et qui correspondent, quand on regarde la quantité de poissons de ces stocks, à 48% des captures. Donc il y a déjà plus de la moitié qu'on n'évalue pas. Donc c'est pas du tout le statut. Sur ces 72 stocks, on en a près de 80% qui aujourd'hui sont considérés surexploités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous avez entendu dans la presse maintes fois ces dernières années, la Méditerranée, on est dans une mer où on a 80% des ressources qui sont surexploitées. Les pêcheurs font n'importe quoi, les gestionnaires font n'importe quoi, parce que ces ressources sont totalement surexploitées en Méditerranée. Demain, il n'y aura plus rien. Et ça, c'est assez dramatique. Quand on regarde la mortalité par pêche, c'est-à-dire la quantité de bateaux qui vont pêcher par rapport à ce qui est pêché, on est à un seuil qui est 2,5 fois supérieur à ce qu'il faudrait faire pour avoir une ressource qui est maintenue. Nous faisons donc n'importe quoi, c'est ce que la presse s'est empressée de dire une quantité de fois, et là on me dit c'est vraiment n'importe quoi la Méditerranée. En fait tout ça c'est un point de vue particulier, ça n'est pas la réalité. Pourquoi? Parce que quand je prends ces données et je les tourne dans un autre sens, moi je vois qu'il y a 6% des stocks en Méditerranée qui sont surexploités. Pourquoi? Parce que j'ai 56% des stocks, donc je ne sais pas du tout. Et dans ces stocks-là, j'en ai 27% en fait qui, eux, ne sont pas surexploités. Quand je prends l'ensemble des captures, même de celles qui ne sont pas évaluées, et que je regarde celles que j'ai évaluées par rapport à cet ensemble qui est capturé, toutes ces espèces, et je m'aperçois qu'aujourd'hui en Méditerranée, je n'ai que 6% des stocks qui sont surexploités. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas surexploitée globalement, et ce qui veut dire surtout qu'on utilise un chiffre pour dire c'est la grosse merde, on fait n'importe quoi, mais ce n'est pas forcément le cas. On a besoin en fait d'aller à la source de l'information et de vérifier les choses pour être sûr d'afficher le fait que la Méditerranée est aujourd'hui surexploitée. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas en capacité de le dire. Aujourd'hui, on sait que 6% des stocks officiellement évalués sont surexploités. Ça, c'est une réalité. On sait que presque 60%
On n'a absolument aucune idée. D'où le travail qu'on fait sur des ressources qu'aujourd'hui on n'a pas des informations et sur lesquelles il faut donner une information sur leur état. Et comme on n'a pas suffisamment de données, nous on essaie de trouver des moyens un petit peu alternatifs d'essayer de comprendre quel est l'état finalement réel des ressources en Méditerranée. Alors la Méditerranée est vaste, il y a plein d'espèces en milieu côtier. Moi je me suis intéressé sur 4 principales espèces. Pourquoi celle-là? La dorade royale, là-haut, vous connaissez tous, le bar, le loup, on l'appelle le loup ici, les muches, il y a différentes espèces, et la sauve. Pourquoi? Déjà parce qu'on a un carnivore, le loup, on a un omnivore, la dorade, on a un vasivore, on va dire, qui est le muche, et on a un herbivore, qui est la sauve. Donc moi j'étais intéressé par 4 catégories différentes, parce que forcément ces poissons, vu leur régime alimentaire, vont pas avoir des comportements similaires. Donc moi j'ai plutôt travaillé sur ces 4 espèces. Et pourquoi ces espèces aussi? Parce que quand on regarde le niveau de capture, ces 4 espèces représentent 30% des captures de toute la pêche artisanale méditerranéenne française. Donc elles ont quand même une importance cruciale pour le maintien de cette activité économique. Donc elles sont très importantes pour eux. Pour avoir un ordre d'idée, c'est 34% du chiffre d'affaires global de la pêche artisanale française méditerranéenne. C'est énorme. On parle entre 15 et 20 millions d'euros par an, juste issus de la capture de ces espèces. Donc c'est vraiment des espèces clés en fait, pour le maintien de ces filières, de cette activité côtière. Et le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de comment elles vont. Alors le loup, on a quelques idées, on sait qu'il ne va pas très bien parce qu'on a des tailles de capture qui diminuent, on a des volumes de capture qui sont en train de se casser la gueule, donc on a un certain nombre d'indicateurs et qui ne sont pas validés et que donc les pêcheurs contestent, parce qu'ils ne sont pas validés, qui font dire que le loup ne va pas très bien, et les autres, on n'a absolument aucune idée aujourd'hui, alors que c'est une ressource fondamentale en fait pour une activité économique. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas suffisamment de statistiques de pêche, donc on n'arrive pas nous à mouliner les données de manière à en extraire la substance et voir si effectivement une diminution de capture correspond à une diminution de la biomasse dans l'eau. Et puis tout simplement parce que quand on veut comprendre comment fonctionne une population, il faut bien connaître ses limites, connaître quelles sont les connexions qu'elle a avec d'autres populations de cette même espèce à côté, où est-ce qu'elle se reproduit, quand est-ce qu'elle se reproduit, quelle est cette dynamique spatiale, autant d'éléments qui sont fondamentaux quand on fait des évaluations de stock, connaître officiellement l'état d'un stock, qu'il faut faire pour comprendre le statut de ces espèces. Et ça, on n'a aucune idée, notamment, ce que je disais, de la dynamique spatio-temporelle, comment ces poissons vont se déplacer entre sites d'alimentation et sites de reproduction, est-ce qu'ils se mélangent ou pas, et où, et ce, en lien avec l'environnement. Pourquoi c'est important ces notions de connectivité quand on veut comprendre, que ce soit pour la tortue, ça je l'avais déjà expliqué, ou pour n'importe quelle espèce? Parce que plus une population est isolée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de connexion avec les autres, moins elle dépend de l'état de ce qui se passe ailleurs. Donc si ailleurs ils font n'importe quoi, ben, moi je suis isolé, ben, je suis protégé. Par contre, je suis très dépendant de ce qui va se passer chez moi. Si d'un coup on me surexploite, je m'effondre et personne ne va venir m'aider à remonter. Plus les populations sont connectées les unes avec les autres, plus elles sont dépendantes les unes des autres. C'est-à-dire ce que fera mon voisin dans le stock voisin aura une influence sur mon stock à moi, parce que je suis dépendant de son stock, parce qu'il se mélange à un moment à un autre. Donc je suis une population plus forte parce que je ne suis pas tout seul, mais par contre je dépends de ce que font les autres. Et toutes ces notions-là, elles sont extrêmement importantes si on veut comprendre justement quel est l'état d'une ressource, quelle qu'elle soit, encore une fois. Et bien sûr, tout ça, c'est bien joli, bien sympa, c'est un chercheur qui vous dit ça, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce qu'il dépend du cycle de vie des espèces, des caractéristiques et de la dynamique, en fait, de l'écosystème dans lequel elle est, notamment l'environnement, qui, aujourd'hui, est en train d'évoluer très fortement. Et donc ça demande des approches multidisciplinaires pour comprendre pleinement cette connectivité à petite, grande échelle, dans le temps et au niveau géographique. Et vous voyez que l'environnement, il bouge beaucoup, quoi. Là, ce que vous voyez en haut, c'est les températures de surface et les courants. Vous voyez les petits bouts, je ne sais pas si ceux qui sont au fond voient, ça bouge un peu, ça c'est les courants. Donc on est dans un environnement qui est mouvant. Le poisson, quand il est petit, il va avoir du mal à supporter un gros courant. Certains vont l'utiliser, etc. Ça va transporter les larves, ça va transporter de l'alimentation, etc. Donc ce système est extrêmement dynamique en Méditerranée. Juste on a la température aussi, on voit qu'il y a des zones plus chaudes et des zones un petit peu moins chaudes. Celle en dessous, c'est pareil, sauf c'est ce qu'on appelle les anomalies de température de surface. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des gradients de couleur, c'est est-ce qu'il faisait plus chaud par rapport aux années d'avant ou plus froid. Là, on voit que dans beaucoup d'endroits en Méditerranée,
on a cette anomalie qui est positive, c'est-à-dire qu'on a des eaux qui sont plus chaudes que ce à quoi on s'attendrait. Ben, le poisson, c'est pareil, en fait. Le poisson, du coup, il subit en fait un environnement qui est changeant, déjà cycliquement, mais qui en plus n'est pas cyclique stable. C'est un cyclique qui va en changeant, parce que la température, dans ce cas-là, va en augmentant. Et en dessous, on a des régimes de vent que vous connaissez très bien. Si on zoome un peu sur ces régimes de vent, ben là, vous voyez un régime de marin qui va avoir tendance à apporter des eaux chaudes, et un régime fort de tramontane ou de mistral, en fonction des endroits, qui lui va évacuer la couche d'eau chaude et faire chuter en fait les températures en Méditerranée de plusieurs degrés en 24 heures. Alors vous imaginez, vous êtes en montagne, vous avez le gros pull, d'un coup il fait très très chaud, vous en avez tout. Vous êtes à la plage, d'un coup la température chute, ah mince, j'ai oublié mon pull. Ben, les poissons c'est pareil en fait, donc ils ont une capacité d'adaptation parce qu'ils sont habitués à ça, mais si on le change trop, ils ont des limites, comme nous. Et ça, c'est des limites qui sont extrêmement importantes pour se projeter sur comment ils vont changer, ils vont s'adapter au changement climatique. Donc, je fais encore plus en focus. Nous, je vais plus vous présenter des résultats sur la dorade royale. Donc, c'est une espèce vraiment emblématique de chez nous, typique de la Méditerranée, même si on retrouve en Atlantique, typique des zones tempérées. Les plus grosses font autour de 7 kg, même s'il peut y en avoir de 10 kg. Elles ont un cycle de vie à l'échelle régionale, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un cycle de vie qui ne vont pas s'étendre à l'échelle d'un océan, mais plus d'une zone géographique plus restreinte. Ça vit une douzaine d'années. Voilà, et typiquement, il y aura de 7 kg, elle a 12 ans. Elle mature très jeune, ça c'est très positif, c'est-à-dire que dès 1-2 ans, elle est capable de se reproduire. Ça c'est très important par rapport à d'autres espèces où le loup, il faut attendre 6 ans par exemple. Donc si on le pêche avant ses 6 ans, il n'a même pas eu le temps de se reproduire. Donc c'est une espèce fragile à l'exploitation. La dorade, finalement, c'est pas trop mal, parce qu'en fait, elle naît mâle, elle devient femelle, et les mâles sont reproducteurs tout de suite. Donc quasiment tout de suite. L'année suivante, ils sont déjà spermiens. Ça donne 1 million d'œufs par kilo par an, c'est très productif. Donc ça a une capacité de déposer des œufs pour être fécondé, et donc potentiellement des larves assez importantes. Et son statut d'exploitation, aujourd'hui, potentiellement surexploité, potentiellement besoin de gestion, mais finalement, on n'a pas d'indicateur fort qui le prouve. Alors, quelle question autour de la dorade en Méditerranée? Pourquoi on a travaillé dessus? Voilà, ça c'est le golfe du Lion, classique, en bas à gauche. Donc on a des systèmes lagunaires qu'elle fréquente, on a des zones en mer qu'elle fréquente. Et donc les questions qu'on a, c'est est-ce que les dorades qu'on voit en mer pendant l'été, elles rentrent dans les lagunes à des moments, elles ressortent? Est-ce que celles qu'on voit dans les lagunes restent tout le temps dans les lagunes ou pas? On a des questions, voilà, typiquement aussi pour le 4. Est-ce que ces poissons vont bouger au niveau régional pour récupérer des zones, pour se reproduire, ou pour changer de site d'alimentation pendant l'été? On n'a absolument aucune idée de ça. Est-ce qu'elles traversent la frontière pour aller en fait sur un système de gestion qui n'est pas le nôtre, qui est un espagnol? Donc tout un tas de questions qui sont extrêmement importantes avant de pouvoir poser un diagnostic en fait sur mon espèce. Est-ce qu'on a un ou plusieurs stocks en Méditerranée française et Méditerranée globale? C'est quoi le périmètre de ces stocks? Est-ce qu'on a des fidélités au site d'alimentation, qui soit lagune ou mer? Est-ce qu'on a des stratégies alimentaires typiques de la lagune, typiques de la mer? Est-ce qu'on a des migrations saisonnières de ces poissons et à quelle échelle? Est-ce qu'on a des couloirs migratoires pendant ces migrations, et encore une fois à quelle échelle? Où sont leurs sites de reproduction? Ben, vous allez le découvrir, on ne le savait pas encore il n'y a pas longtemps. En fait. Et quel est l'impact du changement climatique sur une espèce qui en fait est très sensible à la température? Vous allez le voir. Alors voilà, il y a eu tout un tas d'études, je vais y passer très vite. L'outil génétique, vous le connaissez tous, il est extrêmement puissant. C'est une grosse étude qui a eu lieu dans toute la Méditerranée, avec beaucoup d'échantillons, beaucoup de marqueurs moléculaires, qu'on appelle. Et en fait, les chercheurs ont donné toutes les données, et leur conclusion, c'est en gros, il n'y a pas de structuration des populations à l'échelle de la Méditerranée, ou très peu, est-ouest, mais pas du tout au sein du golfe du Lion. Donc pour eux, basé sur la génétique, tout ça, c'est une seule et même population. Ce qui implique donc une gestion globale, parce qu'on peut s'épanouir. Après, il y a d'autres moyens, pour ceux qui connaissent, c'est de travailler sur les otolithes. Les otolithes, c'est des petits os qui sont à l'intérieur du cerveau qui permet au poisson, entre autres, de travailler son équilibre dans les 3 dimensions. Et en fait, ces pièces osseuses, elles grandissent avec le poisson, et elles grandissent en fonction de l'environnement dans lequel est le poisson. Et nous, en récupérant ces pièces, ces otolithes, ces pièces osseuses, et en travaillant finement sur la composition chimique le long du gradient, on arrive en fait à découvrir plein de choses, parce qu'il va pousser comme un arbre. Et on va avoir des stries de croissance qui sont dépendantes de la saison, sur lesquelles on peut connaître l'âge de la dorade grâce aux cernes qu'on va voir au niveau de l'otolithe. Celui-là, typiquement, c'est une dorade de 3 ans. 1, 2, 3 cernes, par exemple.
Donc ça, on peut connaître ça. Et après, en regardant chimiquement, de manière extrêmement précise, le long de ce gradient de croissance, on peut connaître les environnements qu'elle a utilisés. Et typiquement, cette étude a montré quoi? Que les juvéniles et les larves, elles utilisent principalement les lagunes comme habitat de développement. Donc, les larves adorent les lagunes pour grossir. Donc ça, elle le montre très bien, parce que la signature chimique de l'otolite, la première année, est typique des lagunes. Et on peut même retrouver quelles lagunes. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des jeunes qui grossissent en mer. Les adultes utilisent aussi les lagunes. Et ceux qui utilisent les lagunes, passent la majorité de leur temps dans les lagunes. Tiens, une information intéressante. Effectivement, peut-être les dorades sont fidèles à leurs lagunes, puisque les adultes gardent la même signature dans le temps. Et quelque chose d'extrêmement intéressant qui montre une dynamique spatiale, c'est que la plupart des larves et des adultes traversent le panache du Rhône, on arrive à le voir, parce qu'il y a une signature très spécifique du panache du Rhône. Donc, à un moment ou à un autre, et plusieurs fois, ces individus vont passer du golfe du Lion vers la partie Calanque, en tout cas vers la partie est, en traversant le panache du Rhône. Voilà des débuts d'indications qui montrent cette dynamique spatiale à l'échelle régionale. Après, on peut s'amuser à faire la modélisation. Si elles passent le panache, c'est-à-dire que potentiellement elles ont un site de reproduction côté vers l'est, donc on s'est dit on fait des simulations numériques, donc ça c'est purement l'ordinateur. Je considère que mes poissons se reproduisent à cet endroit, ils vont déployer X milliers d'œufs, je les relargue dans l'eau, comme des particules sur lesquelles je mets un petit comportement de flottaison, ça on connaît bien, et on regarde, parce qu'on connaît les modèles courants, on regarde comment ces particules vont circuler, et est-ce que des individus qui naissent donc, dans cette zone-là, au Calanque, est-ce qu'ils sont potentiellement capables d'arriver devant une lagune à 50 jours, qui est la taille des premiers individus que nous, on récupère dans les lagunes. Donc on fait dérouler le modèle, il y a le temps en bas, il est petit, là ça fait 32 jours. Et en fait, en analysant globalement ces données-là, on s'est aperçu que la réponse, elle est oui. Si on a un site de reproduction au niveau des calanques et qu'il y a des œufs qui sont déversés, le jeu des courants moyens permet techniquement, en tout cas sur une base informatique, d'avoir des larves qui vont revenir et potentiellement rentrer dans les lagunes au bon timing dont on voit les tailles. Voilà encore une indication, sauf qu'il manque un certain nombre de pièces au puzzle. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre mon poisson en direct, qu'est-ce qu'il fait. Tout à l'écoute des dorades, des poissons de Méditerranée. Alors comment je m'y prends? Comment on s'y est pris? C'est pas moi qui ai inventé l'incorporation, c'est juste pour l'histoire que je raconte comme ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attrape le poisson par un pêcheur professionnel, généralement, des fois plaisancier. On le met sur le bateau, on l'endort. Vous allez le voir après, je vais vous passer une petite vidéo. On l'endort, on fait une chirurgie, on lui ouvre le ventre, on lui met à l'intérieur, on appelle un pinger, une petite balise qui émet un son. Et ce son, c'est « je suis la dorade 428 », je suis la dorade 428. Même si c'est une succession, c'est des pings, on appelle ça des pings. Et derrière, je mets des choses dans l'eau qui écoutent spécifiquement ces pings. Et donc si je fais ça dans une zone, vous voyez, ces petites barres, ce sont des stations d'écoute, je relâche mes poissons que j'ai marqués, mais moi je sais exactement le circuit que va faire mon poisson pendant la période de durée de vie de la marque, qui peut aller sur des dorades de 600 jours à 4 ans. Donc pendant 4 ans, je suis capable, si j'ai des stations d'écoute, de repérer ça. Donc nous on a marqué plus de 400 dorades, on a marqué 110 houes et une centaine de saules, je ne vais pas montrer tout le résultat, je vous rassure, sur toute la façade méditerranéenne occidentale, donc entre les Calanques et ici, pour regarder un petit peu comment tous ces poissons évoluaient entre sites lagunaires, mer, sites de reproduction potentiels, est-ce qu'ils se regroupent, est-ce qu'ils sont fidèles à la lagune, etc. Typiquement, c'est un outil qui nous permettait de répondre aux questions fondamentales sur la dynamique spatiale de ces espèces. Sauf que vous comprenez bien que là, je peux mettre plein de poissons dans l'eau, mais il me faut un réseau d'écoute qui soit cohérent. Si j'ai 3 stations, ça écoute à 500 mètres de rayon autour, c'est tout. Donc je suis obligé d'en avoir plein. Et je suis obligé de les positionner dans des endroits un peu stratégiques, et qui souvent sont sous l'eau. Il faut y aller en apnée ou en bouteille, il faut changer les piles tous les ans. Donc vous voyez déjà la complexité du système. Et en fait, on a réussi à mettre en place un réseau au niveau méditerranéen qui s'appelle ConnectMed et ResMed pour la partie espagnole, qui sont tous ces points que vous voyez là, et qu'on arrive à maintenir maintenant depuis 5 ans, 6 ans, parce qu'on a une magnifique collaboration avec tous les parcs marins qui mettent des efforts humains pour aller changer les batteries, pour aller récupérer les données pour nous, etc. Et on travaille vraiment main dans la main avec les gestionnaires, parfois des bureaux d'études tout simplement, qui voient l'intérêt en fait de ce type d'information, qui travaillent en fait gratuitement pour cette approche de réseau.
Et on a donc quadrillé toutes les passes de toutes les lagunes, et notamment à Marseille, puisque c'est un site, en tout cas potentiel, de reproduction méditerranéenne. On a mis beaucoup de stations d'écoute. Et après, en parallèle, on a eu un site pilote au niveau de la lagune du Prévost, qui est une toute petite lagune, qui fait 2 km sur 500 mètres, donc elle est toute petite, où on a mis un réseau très dense, parce qu'on voulait connaître le comportement fin à l'intérieur de la lagune de ces poissons, et notamment comment elles réagissaient par rapport aux vagues de chaleur, si elles quittaient la lagune, si elles quittaient pas la lagune, etc. Alors, je vais vous présenter un petit film qui parlera bien mieux que moi, même si j'y parle dedans, qui va vous expliquer ces aspects changement climatique. Face à l'accélération du réchauffement planétaire, certaines régions se montrent plus vulnérables. Les ponts, par exemple, ou encore la Méditerranée, véritable mer intérieure qui se réchauffe 20% plus vite que le reste des océans. La situation est particulièrement critique sur la bande littorale, laissant craindre, selon les experts, une modification profonde des communautés animales et végétales qui la peuplent. Combien de temps encore cette dorade royale pourra-t-elle utiliser ses habitats lagunaires du pourtour méditerranéen? Une question qui intéresse des scientifiques du CNRS et de l'Ifremer, car ce poisson emblématique de la région utilise ses lagunes pour se nourrir et constituer ses réserves énergétiques avant de se reproduire. Donc quand on réfléchit à des espèces comme la dorade, qui utilisent très fortement ces lagunes, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si la température de ces lagunes va prendre 1, 2, 3 degrés? Aujourd'hui, on va tourner vers 30-33, ou plus chaud dans les lagunes, et peut-être que dans 10 ans, on va être 35-36. Quelles sont leurs capacités de supporter ces augmentations de température? Et en effet, la question se pose, car chaque année en été, les épisodes caniculaires bouleversent les conditions de vie des coquillages et des poissons méditerranéens, au grand dam notamment des professionnels de la pêche. Surnommé localement la malaïque, littéralement la mauvaise eau en occitan, ce phénomène de surchauffe se produit de plus en plus fréquemment. Lorsque l'augmentation de la température, combinée à l'absence de vent, entraîne un bloom phytoplanctonique. Autrement dit, une prolifération d'algues et de bactéries qui consomment l'essentiel de l'oxygène disponible dans la colonne d'eau. Face à cette raréfaction de l'oxygène, certaines espèces de poissons désertent les lieux, notamment les dorades royales qui quittent les étangs vers le large. Pour comprendre le comportement des dorades à l'approche de ces événements extrêmes, Jérôme Bourgeat et son équipe utilisent une technique dite de bioacoustique. Ça vous résume un petit peu ce que expliquer sur comment les ondes acoustiques, c'est-à-dire qu'on va mettre dans l'eau des petits appareils qui vont écouter des bruits. Et ces bruits spécifiques, c'est quoi? Ce sont des petits émetteurs qu'on va implanter à l'intérieur de la dorade et qui vont l'identifier. Et on verra à quel moment, quel poisson est passé à quel endroit. Le suivi du déplacement des dorades dans les étangs est permis grâce à l'aide des pêcheurs professionnels de l'étang de Thau et de Leucate. Dans cette collaboration, tous mettent à profit leur savoir-faire pour cette étude qui nécessite la capture de dorades vivantes. Après quelques mesures biométriques, poids, taille et un prélèvement d'écailles permettant de déterminer l'âge du poisson, la dorade préalablement endormie est équipée d'un émetteur acoustique. Grâce à sa fréquence sonore unique, chaque émetteur déclinera son identité lorsque le poisson passera proche des stations d'écoute. Mais avant de connaître les allées et venues des dorades en milieu naturel, Jérôme va devoir patienter plusieurs mois. Dans l'attente des prochains épisodes de Malaig, notre biologiste collabore avec David Mackenzie, physiologiste, pour mener une expérience en milieu contrôlé. La station L'expérience en activité offre l'opportunité de déterminer finement les impacts des conditions environnementales en mesurant l'état de santé du poisson grâce à ses battements cardiaques. Quelques dorades pêchées dans les temps de Leucate ont ainsi fait le voyage jusqu'à la station Ifremer de Palavas-les-Flots, dans un bassin oxygéné. La difficulté avec les poissons, c'est de savoir leur énergétique dans un état naturel. On met le capteur pour capter la fréquence cardiaque et ensuite on va calibrer la relation entre la performance de l'animal dans le tunnel de nage avec la performance de son cœur. Le tunnel de nage est un dispositif expérimental qui permet de faire varier individuellement et progressivement différents paramètres tels que l'intensité du courant, la température de l'eau et le taux d'oxygénation du bassin.
Ce qui se passe là, c'est des cycles où le poisson il consomme l'oxygène dans la partie hermétique, il nage spontanément contre le courant. Et donc on mesure combien il consomme. Les scientifiques reproduisent ainsi les conditions environnementales que les dorades rencontrent pendant un épisode caniculaire de Malaïgue. David détermine grâce à ce protocole le seuil de tolérance de la dorade au-delà duquel le fonctionnement vital de l'organisme est perturbé, voire mis en danger par les conditions du milieu. Comme l'explique le chercheur, les résultats sont très marqués. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils sont super sensibles au changement de température. On a augmenté de très peu et ça a eu des effets très marqués sur leur physiologie. Leur taux métabolique, leur consommation d'oxygène a augmenté. Et ça, c'était juste entre 25 et 27 degrés. De plus, l'équipe a mis en évidence que l'organisme d'une dorade ne peut supporter des températures dans l'eau supérieures à 35 degrés. Un seuil critique que le poisson a la possibilité d'éviter dans le milieu naturel. Bon, en fait, les poissons, ils sentent la température de l'eau, ils sentent l'oxygène dans l'eau. Donc, ils ont des récepteurs qui leur permettent de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'eau. Et quand ils savent que ça arrive à des niveaux dangereux, ils vont partir. L'expérience de David prédit ainsi que les dorades en milieu naturel peuvent anticiper les périodes trop chaudes en fuyant vers le large. Pour le vérifier, Jérôme récupère après quelques mois les données stockées dans les différentes stations d'écoute réparties sur les étangs et aux embouchures des chenaux. En analysant rétrospectivement le trajet des dorades équipées, il découvre les premiers résultats du dispositif d'écoute et constate que sur l'étang de Thau, toutes les dorades ont quitté simultanément l'étang au mois d'août. Effectivement, on voit bien que les dorades sont toutes sorties, vraiment en même temps. Incroyable, ça va être vachement intéressant de corréler, puisqu'on a les températures dans l'eau, de voir s'il y a un moment seuil sur lequel elles sortent et si ça correspond en fait à toute cette partie expérimentale qu'on a fait à Palavas. En milieu naturel, toutes les dorades équipées d'émetteurs ont donc déserté l'étang à des températures voisines de 28 degrés, c'est-à-dire dès que les conditions sont devenues contraignantes. Les travaux de Jérôme Bourgeat et David McKenzie, qui mêlent l'écologie du mouvement et la physiologie, permettent ainsi de préciser la plasticité écologique de la dorade royale. En connaissant ses paramètres de tolérance, l'ambition de cette étude est de déterminer la fenêtre de présence de l'espèce dans les étangs du pourtour méditerranéen. Dans 10, 20, 30 ans, quelle sera la fréquentation des lagunes par les dorades? Si elle diminue, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'alimentation. Une phase prépondérante pour préparer la reproduction de cette espèce. Quel sera l'impact sur ce stock? On a clairement ici une problématique à creuser dans les années à venir. Mais plus largement, en fait, ces augmentations de température dans ces lagunes, elles vont impacter l'écosystème en général. Cette étude doit prochainement s'étendre à d'autres espèces côtières, comme le loup, une espèce également très convoitée par le monde de la pêche. Dans un contexte de changement rapide de leur environnement, poissons et pêcheurs vont devoir s'adapter et modifier leur utilisation du littoral côtier méditerranéen. C'est bien cette petite vidéo, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce qu'elle montre un certain nombre de choses dont j'ai parlé, comment on capture les poissons, les andores, ces stations qu'on met dans l'eau, comme ça vous avez vu à quoi elles ressemblaient. Et puis surtout toute cette partie de comprendre en fait pourquoi un poisson, dans ce cas-là la dorade, va fuir en fait des températures. Alors là on ne répond pas à pourquoi, on va y répondre juste là après. Mais en tout cas on les voit fuir quand il y a ces épisodes de vagues de chaleur. On voit qu'à partir de 27-28 degrés, ces poissons partent. Donc comment ça fonctionne? Là, je vais vous faire un petit peu de science quand même, parce qu'on est là pour ça. Voilà typiquement quand on récupère les hydrophones, le type de données qu'on peut avoir. C'est génial, vous avez tout compris, je suis sûr. Donc, je vais faire un petit zoom quand même pour vous expliquer. Donc en gros, si je zoome, on a là-haut, chaque ligne est un poisson. Chaque point, en fait, c'est des successions de points qui sont très rapprochés. C'est une détection qu'on a sur une station qu'on attribue à un site. Par exemple, celles qui sont en jaune, c'est les stations à l'intérieur de la lagune. Celles qui sont en rouge sont celles qui sont à l'extérieur de la lagune, etc. Donc on les regroupe comme ça, et comme ça, visuellement, déjà, on sait si le poisson est là ou pas. Quand il y a des trous, c'est que le poisson n'est pas là, aucune station n'est captée. Quand c'est plutôt jaune, il est à l'intérieur. Quand c'est plutôt rouge, il est plutôt en train de bouger. On voit s'ils sont rentrés à l'intérieur des différents chenaux. Donc on a fait vraiment une étude assez propre là-dessus. Et juste en regardant ces données, derrière on fait bien sûr des modèles, des choses très complexes. Mais finalement, ce type de figure-là donne déjà l'ensemble des informations. Si je prends la dorade là-haut, ben vous voyez, c'est très très jaune.
facile, elles sont donc dans l'étang. Et puis il n'y a plus rien. Elles sont donc sorties de l'étang. Elles sont en dehors du réseau. Et puis d'un coup, elles reviennent dans l'étang. Elles reviennent dans le même étang, puisque les hydrophones sont dans cet étang-là. Et puis l'année suivante, elles repartent. Donc on voit très bien un cycle extrêmement marqué pour la dorade, entre je suis en train de manger et je mange dans cet étang, je le quitte, je ne sais pas où je vais par contre, moi je ne sais pas où je vais. Et puis 4 mois après, je les vois revenir dans le même étang. Donc ça répond déjà à une question très forte sur la fidélité à son site d'alimentation. Le loup, par exemple, c'est pas du tout pareil. En fait, le loup est présent tout le temps dans la lagune. Sauf qu'on voit que c'est très jaune. En gros, c'est la période hivernale, hein, quand c'est grisé, là, les bandes grises, c'est la période hivernale. C'est très jaune jusqu'au milieu de la période hivernale, décembre, et puis ça passe au rouge. Parce que le rouge, c'est quand ça connecte avec la mer. Donc c'est des poissons qui vont avoir une connexion avec la mer. Et puis après, pendant la période estivale, c'est de nouveau très jaune. La saupe, c'est un peu plus le bordel. Mais pas tant que ça, en fait, quand on regarde. C'est très jaune-rouge. Donc en fait, pendant la période d'alimentation l'été, elles sont dans la lagune et en mer. Dans la lagune et en mer. Dans la lagune et en mer. En fait, c'est sympa parce qu'elles vont manger dans la lagune pendant le jour et elles vont dormir en mer. On le voit très bien dans les données. Les poissons sortent à la fin de la journée. Ils vont se retrouver des sites pour dormir en mer. Et ensuite, ils rentrent au petit matin dans la lagune pour manger. Mais par contre, on voit comme la dorade qu'il y a quand même des trous, des blancs. Elles n'aiment pas l'hiver dans les lagunes et elles ont tendance à partir, notamment pour se reproduire. Et on a fait des grosses publications là-dessus. Et en gros, sur la dorade, on a compris qu'il y avait une forte migration saisonnière, avec une absence totale de dorade dans les lagunes pendant l'hiver, et des poissons qui reviennent dans la même lagune l'année suivante. On a des taux de fidélité pendant la période estivale très importants. Les dorades vont rester 70 à 80% dans cette même lagune. Et la fidélité d'une année sur l'autre, elle est très forte, hein, pour des poissons. Il faut voir que c'est des aiguilles dans des bottes de foin, hein, qui écoutent. Hein. On a 42% des poissons qu'on revoit revenir dans la même lagune. Alors ça, c'est déjà exceptionnel. Et la question qu'il faut que vous vous posiez, je suis sûr que vous avez tous posé, hein, les 58 autres pourcents, ils sont où? Ça c'est la question. Mais moi, je peux vous dire que ces 58 autres pourcents, c'est très probablement des poissons qui ont été pêchés. Parce que je les vois nulle part ailleurs dans tout mon réseau. Le loup, il reste toute l'année dans la zone d'étude, notamment l'hiver. On a en fait, pendant la reproduction, ce qu'il va faire, il va sortir de l'étang, il va aller quelques jours en mer, une semaine, et puis il revient. Donc c'est écrasé, on ne le voit pas, mais on voit il est absent pendant une semaine, 10 jours, et puis il revient. Absent 10 jours, puis il revient. Donc il y a beaucoup d'individus qui font ça. Donc ils ont des sites de reproduction proches. Parce que si en quelques jours, il peut aller sur un site de reproduction, c'est que le site de reproduction est proche. La dorade, elle part 4 mois. Donc moi, sur cette base-là, je m'attends à ce que son site de reproduction soit loin. Mais pas forcément, parce qu'elle est très sensible à la température. Oh, c'est compliqué, ces chercheurs-là. Eh oui, c'est compliqué. Et la saupe, c'est un petit peu différent, mais en même temps assez similaire. On a une migration importante avant l'hiver, comme la dorade. C'est un peu le même genre d'espèce, d'ailleurs, c'est disparu. Une importante fidélité interannuelle à la zone d'étude, avec beaucoup d'allers-retours en dehors de la zone, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je mange la journée et je vais en mer dormir. Avec des fidélités à la lagune de 50%, bah oui, ils sont que le jour. Et on a une fidélité interannuelle extrêmement importante, c'est que la saupe, je ne vais pas vous montrer les résultats, mais elles font des voyages en Méditerranée. On les perd à Barcelone, au large de Barcelone, enfin en mer devant Barcelone. On a des saupes du Prévost qui vont là-bas et qui l'année suivante reviennent dans le Prévost. Le Prévost, la passe, c'est une passe qui fait 5 mètres de large. Comment ce poisson qui est allé jusqu'à Barcelone et les autres jusqu'au Calanque, comment ils font pour retrouver leur passe? Idem pour les autres espèces. Donc voilà le type d'information très intéressant. Et l'autre type d'information qu'on peut voir, c'est qu'une fois qu'elles sont dans la lagune, en fait ces poissons, ils ne fréquentent pas toute la lagune. Un poisson d'Anto, il ne se balade pas d'Anto, qui est très grand, ça fait 40 km, un matin là, l'autre matin là, non, pas du tout. Ils ont des domaines vitaux, c'est-à-dire la phase principale qu'ils exploitent, à 90%, qui est les taches rouges que vous voyez, qui est de l'ordre d'une dizaine de terrains de foot. Donc un poisson qui est très très mobile, qui est capable de faire des centaines de kilomètres, vous le verrez. En fait, pendant tout l'été, enfin d'avril à septembre, il va utiliser une zone qui n'est pas plus grande qu'une dizaine de terrains de foot. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant en termes de gestion, parce que ça veut dire que ce type de résultats, elles sont très fidèles à la lagune, et en plus à l'intérieur de la lagune, elles sont fidèles à des zones. En termes de gestion, ça donne des billes, si jamais ça ne va pas, pour se dire je peux mettre en place une gestion saisonnière lagunaire sur des étangs, blablabla. C'est autant d'informations qui peuvent être prises par le gestionnaire pour gérer les ressources.
Après, on a des graphes plus compliqués comme celui-là. Alors, ce que vous voyez en noir, c'est ma dorade, elle est dans la lagune. Et en bas, c'est le temps. Vous voyez, mars, etc. Mars, c'est septembre. On est en septembre. Donc, début septembre, on a toutes nos dorades dans la lagune. La ligne rouge, c'est la température de ma lagune. La ligne bleue, c'est la température de la mer. Et vous voyez, vous savez tous, hein, si vous mieux aller se baigner en lagune l'été, elle est beaucoup plus chaude que la mer. Normal. Et c'est ce qu'on voit là. On voit la ligne rouge qui est au-dessus, même encore en septembre, de la ligne bleue. Et puis on voit un effondrement, probablement dû à un coup de vent, et on voit la température de la lagune qui devient plus froide que la température de la mer. Normal, la lagune a moins d'eau, elle refroidit plus vite sur un coup de vent. Et elle remonte très vite aussi. Et en fait, ce que vous voyez en coloré, quand c'est rouge, c'est que la température de la lagune est plus élevée que celle de la mer, et quand c'est bleu, c'est la mer qui est plus élevée que la température. On voit un premier pic, il n'y a rien qui se passe. Et ce pic, il descend à une vingtaine de degrés. Par contre, quelques jours après, on a de nouveau un coup de trame, et on voit un pic où de nouveau la température de la mer devient plus chaude que la température du temps. Mais ce pic, il passe en dessous, 19-18 degrés. Et là, par contre, pouf, tu as tous les poissons qui partent. Et en fait, on a beaucoup travaillé ces données-là. Et typiquement, la phase de dévalaison des poissons qui sont dans les lagunes, des dorades qui sont dans les lagunes pour partir se reproduire en mer, elle se passe quand la température de la mer devient plus chaude que la température des étangs, mais que cette température est aussi en dessous de 18-19 degrés. Au-dessus, il n'y a rien qui se passe. Ça ne va pas être un déclencheur du départ en migration des poissons. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi, parce qu'on peut se projeter changement climatique, augmentation, blablabla. Et comment vont réagir ces poissons. Et après, on a fait des trucs encore plus gore. C'est qu'en fait, on est allé mettre des implants cardiaques dans ces dorades que vous avez vus dans les bassins, pour suivre le rythme cardiaque, pour essayer de comprendre physiologiquement qu'est-ce qui se passait quand il y avait les augmentations de température et pourquoi ces poissons fuyaient la lagune. En fait, ce que vous voyez en haut, donc vous avez la température, 25, 26, 27, 28 degrés, et vous avez le rythme cardiaque, 120, 130, 140, 150, etc. Et donc les petites barres que vous voyez, les histogrammes, c'est les poissons qui sortent de la lagune. Donc vous voyez qu'à partir de 25 degrés, il y a quelques poissons qui batifolent un petit peu. À partir de 27, 28, on a plein de poissons qui partent. 29, encore des poissons, et jusqu'à 30, il n'y a plus rien. Parce que tous les poissons sont partis. Et pourquoi tous les poissons sont partis? Parce que quand vous voyez la courbe de la fréquence cardiaque, on est arrivé à un palier, le poisson n'est plus capable d'autoréguler sa physiologie avec l'augmentation de son rythme cardiaque. Il est arrivé à son palier. Et si on continue à augmenter la température, 35-36, alors là, on ne les a pas laissés longtemps, je vous rassure, en fait, le poisson meurt. Donc il n'est pas con, il se barre quand il fait trop chaud. Et ça, c'est flagrant, on le voit très bien, c'est purement physiologiquement que la dorade n'est pas capable, en fait, de supporter en fait, des températures qui sont aussi chaudes. Probablement aussi des problèmes de disponibilité en oxygène, le système est plus complexe. Mais en tout cas, physiologiquement, c'était très intéressant de voir qu'au niveau du rythme cardiaque, c'est qu'on voit très bien le palier sur lequel elles arrivent et qu'elles vont quitter la zone. En dessous, c'est pareil, mais à basse température. On s'est dit, bah, tiens, c'est peut-être la même chose. On voit les poissons rentrer à certaines températures. Parce qu'on les voit rentrer à 13 degrés, les poissons. C'est assez marrant. Ils rentrent dans les lagunes à 13-14 degrés. C'est pas ben, en fait, on a regardé le rythme cardiaque, c'est la petite courbe bleue. Là, c'est beaucoup plus classique, il n'y a pas de palier. Hein. Plus il fait froid, plus il est ralenti. Et s'il fait trop froid longtemps, ben, il meurt. Et typiquement, une dorade dans le froid à 9 degrés pendant plus de, je dis n'importe quoi, 3 semaines, elle meurt. Elle ne supporte pas. Et nous, on voit, indépendamment finalement du rythme cardiaque, par contre, on voit des rentrées de dorades très fortes entre 12 et 14 degrés. Alors, on s'est dit, mais pourquoi ces dorades rentrent à 12 et 14 degrés? En fait, la thermocline en Méditerranée, elle est à 13-14 degrés. Elle est à 13 degrés, elle est passée en 20 ans à 14. Donc, elle s'est réchauffée. En fait, ces poissons, comme ils n'aiment pas l'eau froide, ils vont préférer rester dans les eaux plus chaudes, qui sont celles au niveau de la thermocline en Méditerranée, un peu profonde. Ils vont attendre que la température de la lagune passe au-dessus. Et quand la température de la lagune devient plus chaude que ces fameux 13 degrés, ils disent, mais moi, je vais être mieux là-bas. Pas du changement climatique, qui est la cause d'une diminution potentielle d'abondance de poissons. Et je vous raconte ça parce que c'est ce qui s'est passé sur les sardines en Méditerranée. Le stock de sardines en Méditerranée s'est effondré, non pas par la surexploitation à cause des pêcheurs pros, elle s'est effondrée parce que la qualité des aliments qu'elles mangent en Méditerranée a changé et qu'il n'est plus bon aujourd'hui pour elles. Donc on a un stock qu'on appelle en déséquilibre écologique, et pas un stock qui est surexploité et qui a chuté à cause d'une surexploitation.
Voilà, j'aime bien à chaque fois remettre les choses dans le contexte parce qu'on a facilement tendance à dire que les pêcheurs ils défoncent tout et c'est toute leur faute. C'est vrai des fois, il faut aussi peut-être, il faut le dire, c'est vrai. Il faut aussi dire, attention, le système est plus complexe. C'est un peu le coup de j'ai 90% de stock surexploité en Méditerranée. En fait, quand je regarde les données, pas forcément. Et la grande question que tout le monde attend, c'est qu'est-ce que ces poissons font une fois qu'ils sortent des lagunes? Parce que c'était un peu la grosse découverte de cette étude qu'on a menée. Il n'y a pas de son, c'est moi qui vais faire le son. Donc on marque notre poisson, c'est juste pour que vous compreniez. Le poisson, là, on l'avait marqué à taux. Paf, on sait qu'il sort, parce qu'on a des stations qui sont à l'intérieur des jets d'eau. Donc je vois mon poisson qui sort, et quand il sort, j'ai l'avantage, je vous ai montré, j'ai plein de stations partout. On a plein de stations partout. En fait, ce poisson, je peux reconstruire sa trajectoire, parce que j'ai vu qu'il est passé là, j'ai vu qu'il est passé là, j'ai vu qu'il est passé là. Et ce poisson, en l'occurrence très précis, je le vois aller dans la zone marseillaise, au niveau du planier des calanques. Et là, je le vois tourner. Et en fait, j'ai d'autres poissons qui commencent à faire ça aussi. Et j'ai en fait tous mes poissons de l'étang de Thau, mais de toutes les autres lagunes, qui font exactement pareil, exactement au même moment. J'ai ceux de l'Eucate qui partent et qui traversent beaucoup plus loin pour aller où? Au niveau du planier, au sens large, pour y être pendant 2 mois. Par contre, pour le cas de l'Eucate, c'est le seul site dans la zone, j'ai un certain nombre de poissons qui, eux, ne partent pas côté Marseille et qui descendent côté espagnol. On n'a jamais observé de dorade de l'étang de Thau, de l'étang de Berre, de l'étang de tous les autres étangs qu'on a marqués faire ce processus-là, sauf celle de l'Eucate. Et on les voit arriver, entre autres, jusqu'aux dernières stations, qui sont les stations d'Astartite, au niveau des Médès. Par contre, là, on ne les voit pas tourner, parce que probablement, elles vont plus loin. Donc, clairement, et là, on va rentrer dans le détail un peu de la science, donc typiquement, nous, on travaille dessus. En gros, on reconstruit les trajectoires. Là, en gros, mon point, il a pingé à Thau, il a pingé sur notre station dans le golfe de Bauduc. Ensuite, je la perds, mais je la vois pinguer, en fait, au niveau des calanques. Et là, je la vois rester. J'ai les dates là-haut. Vous voyez ? Là, je la perds, et après, ce poisson-là, je vais commencer à le revoir. Il va pinguer là, au niveau de la côte bleue, il va pinguer au niveau de Bauduc de nouveau, et je le vois re-rentrer dans la lagune. Et en fait, ce poisson, il reste dans la lagune, il reste dans la lagune, il reste dans la lagune. Vous voyez? Juin, juillet, août, septembre. Et au miracle, bam, je revois mon poisson qui repart exactement à la même date à peu près, et qui refait le même circuit pour aller exactement au même endroit l'année suivante. Et tous les poissons font pareil, toutes les dorades. Enfin, c'est assez impressionnant, vu ces approches aiguilles dans les bottes de foin, etc., d'avoir des données aussi claires sur le comportement spatial de cette espèce. Et donc en fait, quand j'agrège toutes ces données, je regarde tous mes poissons, en gros à gauche, c'est tous mes mouvements de poissons que j'ai entre octobre et mars. On voit que ça circule à fond entre octobre et mars. En fait, dans l'effet octobre-novembre, on va les voir toutes partir là-bas. Vous allez voir, c'est très clair après. Et en fait, elles restent là-bas. Et une fois qu'elles ont fini la reproduction, à partir de janvier, elles reviennent dans l'autre sens. Et à gauche, il y a les mouvements d'avril à septembre. Et en fait, d'avril à septembre, les poissons ne bougent plus. Ça, c'est quelques reliquats. Quand on regarde dans l'effet, c'est parce que j'ai dû mettre des filtres. Mais je décale de 3 jours et j'ai les points qui partent. Et en fait, pendant toute la période estivale, au sens large d'avril à septembre, les poissons ne bougent pas de l'endroit où ils sont pour manger, qu'ils soient en étang ou en mer. Et si je regarde les poissons que j'ai marqués au prévôt, ben je les vois, ils font ping, prévôt, calanque, berre, calanque, et ils reviennent à berre, ils reviennent à calanque, ils reviennent à berre. Quand je regarde ceux de Thau, ils partent tous dans les calanques, et puis ils reviennent ensuite. Et quand je vois ceux de l'Eucate, ben c'est un peu plus compliqué, on va faire un petit zoom dessus sur l'Eucate après. On voit plein de poissons qui partent là-bas, et puis d'autres qui partent au-dessus. Alors cette figure elle est intéressante, et vous allez voir qu'elle n'est pas si compliquée que ça. En fait, l'idée c'est de regarder, quand je suis dans la zone des calanques, au sens large, côte bleue calanque, je regarde en fait la quantité de poissons que j'ai, et je regarde d'où ils viennent. Donc c'est un graphe de densité, c'est-à-dire qu'en gros, plus c'est dense, plus c'est haut, plus j'ai des poissons, et plus en fait ça s'affine, moins j'ai de poissons en fait dans le temps. Donc comment je regarde ça? Ben, je vois que, alors c'est pareil avant, janvier, février, mars, avril, août, je n'ai pas de poissons dans les calanques. D'un coup, à partir de début octobre, pouf, je vois mes poissons qui arrivent, et en densité ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'à un pic le 15 novembre, 15-30 novembre. Et après, les poissons commencent à redisparaître de la zone des calanques, pour, en fait, au 1er janvier, je n'ai plus de poissons aux calanques.
Et quand je regarde les couleurs, c'est en fonction de d'où j'ai marqué mon poisson pendant l'été. Donc les poissons de berre, les poissons de leucate, prévôt et taux, berre et leucate, c'est quand même très très loin. Eh bien, ces poissons, ils ont quand même cette capacité d'arriver tous en même temps, tous dans le même site, pour se reproduire. Et ensuite, tous repartir en même temps pour aller regagner leur pénètre, leur site, et retraverser. Donc ceux de berre, ils vont se taper 10 bornes, ceux de leucate, ils vont se taper entre l'aller-retour à 400 bornes. Donc les dépenses énergétiques ne sont pas les mêmes non plus, et donc les contributions au stock ne sont pas les mêmes. Tout ça, c'est une dépense à un coût. Quand on fait autant de distance, ça a un coût quand même. Les poissons, ils sont comme ça. Il faut faire 400 km. Puis je peux vous dire qu'ils le font très vite. On a un loup qui est allé se reproduire au Rio, qu'on a marqué à leucate. Il a mis 6 jours pour faire leucate et Rio. 6 jours. Il a dit que je nage pour aller au Rio. Il est resté, lui, par contre, il n'a pas fait des allers-retours, hein, il n'est pas con. Il est resté 2 mois en fait à leucate, au Rio. Et au terme des 2 mois, il est revenu. Il est re-rentré en fait exactement par l'endroit où il était sorti à leucate. Et donc un petit zoom sur la partie leucate, parce que c'est proche d'ici, donc c'est intéressant. Donc on voit bien, en fait, quand on regarde finement les données, qu'on a les 2 tiers de nos poissons qui ont exactement le même comportement. Ils vont tous remonter la côte. Alors vous voyez des traits au milieu du golfe du Lion, hein. C'est des artefacts. Hein. En fait, le modèle, ça veut dire juste que j'ai eu une détection à leucate en sortant, et que la détection suivante, je l'ai eue au calanque. Donc lui, il a juste fait un trait comme ça. Et tous les poissons, en fait, ils vont tous circuler le long de la côte. Et en fait, pas très profond. Parce qu'en fait, plus les stations sont peu profondes, plus en fait on a une détection du poisson. En fait, ce n'est pas des poissons qui vont circuler à 100 mètres de fond, parce que c'est très loin, 100 mètres de fond. Ils vont tous circuler dans une dizaine de mètres. En fait. Ils vont vraiment longer la côte pour aller rejoindre leur site de reproduction. C'est bientôt fini, je crois. Donc en gros, si je résume un petit peu, ça c'était le cycle de la dorade qu'on pouvait lire à l'époque. La dorade mange en lagune, elle va sortir de la lagune, elle se reproduit, elle fait des bébés, les bébés vont dériver et vont rentrer en lagune. Donc avec toute cette histoire que je vous ai racontée, maintenant vous connaissez beaucoup mieux comment ça fonctionne. Et donc en fait, on va avoir une phase d'alimentation qui est fixe dans le temps, qu'elle soit en étang ou qu'elle soit en mer. Parce que j'ai résumé un peu, on a fait la même chose avec des poissons en mer pendant l'été. Donc des poissons qu'on a marqués à la falaise de leucate ont exactement le même comportement qu'un poisson qu'on marque à l'intérieur d'un étang. C'est un domaine vital. Donc on a une phase d'alimentation qui est très fixe dans le temps. Les poissons ils sont fixés à un endroit, ils vont manger tout l'été. On a une phase de déplacement intense qui est essentiellement entre septembre et octobre pour aller sur le principal site de reproduction, un petit peu en Espagne pour celles de leucate, et ensuite de janvier à mars pour revenir sur leur site d'alimentation d'origine. Alors ils reviennent beaucoup plus lentement parce qu'ils ne sont pas forcément placés. On ne sait pas trop ce qui fait les vitesses par contre pour revenir, parce que l'eau est trop froide de toute façon, ils ne vont pas rentrer en étang. Donc on ne sait pas vraiment si on n'a pas suffisamment de stations d'écoute pour savoir s'ils rentrent vite, ils attendent devant l'étang, ou s'ils prennent leur temps au calanque dans des eaux plus profondes qui sont potentiellement plus chaudes que celles de surface, qui refroidissent très fort. Ça, c'est des choses qui restent encore un peu mystère. La clé, c'est qu'on a un site de reproduction principal, et ça c'est extrêmement important en termes de gestion. La gestion, c'est qu'on protège avant tout la phase de reproduction, parce que c'est elle qui garantit l'alimentation du stock à l'avenir. En Méditerranée française, qui est donc au niveau de la zone marseillaise au sens large. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est au sein de parcs marins, beaucoup. Et vous allez voir, c'est pas aussi sympa que ça. Et un site de reproduction mineur en Espagne qui montre qu'en fait on a une ressource donc, finalement, qui est partagée avec notre pays. Et ça c'est quand même extrêmement intéressant en termes de gestion parce que ça pousse toutes ces notions de se coordonner un peu dans des gestions de ressources qui sont partagées. Et la saupe et le loup et les autres espèces, ça sera pour une autre histoire, une prochaine fois. Mais c'est extrêmement intéressant et c'est complètement différent, tout en étant assez similaire sur pas mal de points. Bon. Et la gestion de tout ça, je vais quand même faire juste un petit zoom, après ce sera terminé pour vous. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Ça va. Après, j'ai une petite surprise en plus pour vous, c'est plutôt très sympa, je suis très content de ça. La gestion de tout ça, vous allez dire, c'est sympa là, ce qu'ils font, là, les manips en bassin, j'ai vu les stations et je vois comment ça marche. Mais concrètement, en fait, ça sert à quoi? Puisque je vous ai dit au début, on ne sait pas évaluer les stocks, on ne sait pas faire une gestion classique comme pour le thon rouge, mais comment on peut utiliser ce type de levier? Je vous donne l'exemple des barrages de leucate et Cuarcarès. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu dans la presse, ça a fait pas mal de barreaux ces 3-4 dernières années. En fait, les pêcheurs barraient les basses, les poissons se stockaient dedans et ils pêchaient les poissons. Sauf que par la loi du
la loi environnement, je sais plus quelle année, c'est absolument interdit de barrer plus de 2/3 une passe. C'est interdit par la loi française. Sauf que l'État a laissé en fait faire ça moyennant un certain nombre d'accords en fait à l'époque, depuis très longtemps, et depuis très longtemps les pêcheurs mettaient des barrages. Sauf qu'à un moment l'État il s'est dit eh ben, non, mais moi je veux me mettre en règle parce qu'en fait ce que je fais, je ne suis pas en règle avec moi-même, parce que je suis interdit de laisser faire ça et pourtant je le laisse faire. Donc c'est engagé un bras de fer en fait avec les pêcheurs, parce que l'État a dit ben, on va arrêter ça parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et les pêcheurs ont dit ben, non, nous c'est très important pour notre ressource, etc. Donc ils ont commandé une étude. On a une étude, entre autres, c'est pour ça qu'on a autant de données au niveau de l'ECAT, parce qu'ils nous ont payé en fait plein de marques pour faire ça. Et donc ils s'attendaient que l'étude dise ah mais quand ils mettent les barrages, tous les poissons sont tous capturés par les pêcheurs, donc de toute façon écologiquement il faut enlever ces barrages et ils ne pourront pas répondre à ça. L'État, c'est pour ça qu'ils ont mis 100 000 €, pour vous dire. C'est pas souvent qu'ils disent ça. Et même pas de chance pour eux. En fait, l'étude, on a clairement montré que les poissons, en fait, ils passaient quand même parce qu'il y a des petits trous, ou alors ils passent par la 3e passe de l'ECAT au niveau de la ponchiculture, qui est un endroit qui ne bloque pas. En fait, on a des poissons qui font des rebonds. Et en fait, dans la masse des poissons qu'on a marqués, on a montré que ce n'était pas la phase où ils étaient bloqués par les barrages, où ils se faisaient pêcher. Il y en a plein qui se font pêcher. Mais en fait, ces poissons se faisaient pêcher surtout dans la phase de navigation pour aller aux calanques et revenir. C'est là où ils se faisaient énormément pêcher, et pas forcément quand ils mettaient les barrages. Donc l'État était un peu emmerdé là-dessus, et donc du coup, l'histoire a quand même duré pendant 3 ans avec des procès. Et au final, l'État a gagné. C'est marrant parce que l'État appliquait juste la loi. Ça a duré. Et donc maintenant, pour ceux qui étaient, il n'y a plus les barrages, il n'y aura pas les barrages cette année, à ce que je sache en tout cas, puisque c'est donc une interdiction formelle cette fois, pour la première fois. Pas de chance, tout ça c'est hyper intéressant. Le niveau de capture à l'ECAT, dont j'ai entendu parler récemment, de dorade, explose. Pourquoi? Parce que les pêcheurs ont dit, puisque c'est comme ça, on va mettre 3 fois plus de filets. Donc en fait, ils avaient un système d'effort adapté avec ces notions de barrage depuis des années. Et donc ils se sont dit, on enlève les barrages, mais nous on triple notre effort de pêche. Donc en triplant l'effort de pêche, ils pêchent beaucoup plus de dorade qu'à l'époque où il y avait des barrages. Donc c'est compliqué. Autre exemple, le canal de 40 à Marseille. Alors ça, celui-là, il m'a laissé bien venir. On a été contacté par le sous-préfet de PACA. Je veux arrêter les pêches dans le canal, parce que les pêches dans les canals sont interdites par la loi. Tous les pêcheurs que vous voyez dans les chenaux, tu n'as pas le droit de faire ça. Et en fait, il y a toute une mafia qui s'est mise en place dans le canal de 40. Le canal de 40, c'est le canal qui relie Berre à la mer. C'est le grand canal où il y a les pétroliers, tout va rentrer là. Donc très bien. Donc il se trouvait que nous, on connaissait la filière de poissons, ils nous disent trouvez-nous la période sur laquelle on ferme vraiment, qui est celle qui protège le plus les poissons qui partent en migration. Donc on avait toutes ces données-là. Donc moi je leur ai dit pour la dorade, il faut fermer de telle date à telle date, pour le loup de telle date à telle date. Donc j'ai fait tout un travail qui a pris beaucoup, on a fait tout un travail qui a pris beaucoup. On a envoyé au sous-préfet qui était très content, je vais signer mon arrêté. Eh bien, cet arrêté n'est jamais sorti, parce que socialement, ce n'était pas acceptable de mettre cette régulation-là, qui est juste appliquer la loi. En plus, pour protéger les flottes de poissons, parce que les dorades se font défoncer là-bas quand elles partent en migration, mais vraiment, et les loups, eh bien, tout ce travail qui a coûté une fortune, etc., on avait vu extrêmement clair, eh bien, n'a pas abouti à un arrêté préfectoral d'application de la loi pour interdire en fait, la pêche pendant ces phases, entre autres, de dévalaison des poissons. Super notre travail, ça sert vachement. Celui-là, c'est peut-être le meilleur. Je vous rassure, il y a des exemples qui marchent aussi. Mais c'était intéressant de vous montrer quand même des aberrations du système dont les gens se rendent compte et qui font que les choses avancent aujourd'hui. En fait. Et ce sera la toute fin de ma présentation. Je vous ai montré que tous les poissons allaient, je rigole, c'est assez réel. Tous les poissons allaient dans les calanques pour se reproduire. Donc on a tout le stock de dorade français, enfin Méditerranée occidentale française. C'est beaucoup de poissons qui se retrouvent dans une zone monstrueuse avec énormément de poissons. Et c'est un endroit où les plaisanciers le savent tous, et on a un parc à bateau où pendant cette phase de reproduction, ils pêchent des dorades à tir à l'arigot. Et le parc marin est au courant. Comme c'est un parc, les espèces, c'est régulier la pêche, même plaisancière. Donc, toute l'année, les pêcheurs plaisanciers ont le droit de pêcher 2 dorades par canne, par bateau. Donc, si vous avez 5 cannes dans le bateau, vous avez le droit de pêcher 10 dorades. Et quand tu as pêché tes 10 dorades, tu rentres. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est très bien, c'est régulier en tout cas. Sauf
la période de reproduction, où, ça c'est le meilleur, en fait ils autorisent à pêcher 10 dorades par canne, par bateau. C'est-à-dire qu'ils multiplient par 5 la capacité de pêche en pleine reproduction. Alors pourquoi du comment? Moi j'ai su l'histoire en fait. C'est surtout en fait c'est des affaires politiques parce que les plaisanciers sont extrêmement structurés et sont fortement écoutés en fait par les gouvernements, les différents gouvernements. Et en fait c'est une demande qui est partie de là-haut en fait pour en fait donner de la souplesse aux plaisanciers pour leur activité de pêche pendant cette saison. Je sais que je suis au conseil scientifique du parc marin des Calanques. Et en fait le problème c'est que à l'époque il n'y avait pas de données claires pour pouvoir dire non, il ne faut pas faire ça, parce que ce n'était pas clair que c'était un site de reproduction. On savait qu'il y avait beaucoup de dorades à cette saison, mais il n'y avait pas d'éléments clairs. Donc là, maintenant, le parc marin, ils sont extrêmement contents, parce que ces données-là sont en train d'être publiées, ils vont sortir très prochainement, parce qu'ils vont avoir du coup les éléments pour pouvoir cette fois dire, entre autres aux plaisanciers, ben là, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir donc qu'on réduise l'effort de pêche, voire qu'on l'annule complètement sur cette phase de reproduction. Alors il ne sera jamais annulé, il ne faut pas se leurrer. Mais si déjà on a une régulation qui se met en place, c'est un premier pas en fait pour protéger un stock. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en protégeant ce stock-là, ils vont mieux se reproduire, ils vont produire plus de bébés qui vont partir dans toute la zone et alimenter toutes ces lagunes de dorades qui sont elles-mêmes pêchées par les plaisanciers, etc. Voilà, c'est ça. Alors où et comment réguler les captures? Ce type de données est vachement intéressant parce que c'est difficile dans n'importe quel modèle de te dire j'interdis tout. On vit dans une société, il y a des activités en fait qui tournent autour. Les plaisanciers aiment par passion pêcher à la dorade. On ne va pas leur dire stoppez tout. Un professionnel pêche à la dorade parce qu'il a besoin d'argent et parce que c'est son activité professionnelle. On ne va pas lui dire arrête de pêcher. C'est un système où on vit dans une société. Il faut donc penser à des compromis et trouver les meilleures solutions. Et donc plutôt que tout fermer sur une espèce qui ne va pas bien, c'est important de savoir c'est quoi les régulations qui sont les plus performantes en fait quand on stocke. Et donc, c'est savoir où il se reproduit. Donc là, on a les éléments aujourd'hui. Si ça ne se passe pas bien sur la dorade, on sait qu'on a un levier fort pour que ça aille mieux, parce qu'on connaît les cycles de reproduction. Et surtout, après, sur ces phases de migration, qui ne durent pas longtemps, c'est une phase sur laquelle on peut réguler, parce qu'on sait que c'est là où le stock, il paye fort des activités de pêche plaisance et professionnelle. Dans le cas de la pêche plaisance et professionnelle, c'est juste un petit zoom, parce qu'on tape tout le temps sur le dos des pêcheurs pros. Sur les espèces comme le loup et la dorade, la pression de pêche des plaisanciers est potentiellement, voire probablement, aussi forte, voire plus forte, que celle des professionnels. Il y a une étude qui est sortie dans les temps de Berre où les niveaux de capture plaisanciers sur le loup et la dorade sont bien plus élevés que les captures des professionnels. Donc c'est des espèces emblématiques, passionnantes, il y a beaucoup de gens qui les pêchent, et donc à un moment ou à un autre, il va falloir que les plaisanciers aussi jouent le jeu, si on veut, en fait, pour les générations futures, continuer à avoir ces espèces, que nos enfants pêchent ces espèces, qu'on puisse les voir sous l'eau et que les professionnels puissent maintenir leur activité. Ça, c'est un autre message important. Et implications de gestion différentes entre deux pays, ce type d'informations sont intéressantes parce que le cas du mérou, par exemple, le mérou est interdit à la pêche chez nous, et juste à côté, en Espagne, tu as le droit de le pêcher. Alors, il n'y a pas trop d'échanges entre les stocks, donc ça va. Mais dans le cas de la dorade, imaginez en fait si on a des systèmes de régulation différents et que nous, on a des dorades chez nous qui partent se reproduire là-bas et qu'eux, ils ont des dorades, je ne sais pas, qui viennent peut-être se reproduire au Calanques. En fait, ça pousse à avoir un système de gestion qui est cohérent aussi entre deux pays, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est encore des éléments qui nous poussent à dire mais il faut que nous ayons en fait une approche cohérente de la gestion des ressources marines migratrices et qui sont partagées entre deux pays. Voilà. Donc j'avais un petit goût amer sur la fin, vous avez senti, parce qu'effectivement très souvent, je trouve que ce qu'on apporte n'est pas suffisamment exploité ou utilisé en fait dans le cadre de sensibilisation et de protection de la nature. Donc, moi j'ai fait beaucoup de photographies par exemple, un temps à côté, pour essayer de sensibiliser, j'ai fait pas mal de films. Et notamment maintenant depuis un certain nombre, depuis maintenant 4 ans, on est sur une grosse production qui va être pour France Télévisions, où l'idée c'est de montrer la dynamique des poissons en Méditerranée, donc pas que la dorade, le loup, la saupe et puis d'autres espèces, et surtout de montrer pour une fois un film qui est positif. Vous avez senti les petits pics que j'ai mis, ouais on dit que c'est pourri, ben non en fait c'est pas forcément pourri. Je suis convaincu moi qu'il faut avoir une démarche aussi de dire il y a des bonnes choses.
Et généralement, les films que vous voyez à la télévision aujourd'hui, c'est 80% de négatifs et à la fin, 20% de solutions. Donc nous, on a voulu, en fait, avec Regarde Vivant, la maison de production, et White Talk, c'est le producteur, partir sur un film qui est différent, en fait, qui cette fois mélange poésie et réalité scientifique, essayer de mélanger, de croiser en fait ces regards avec une mer Méditerranée en fait qui est un personnage du film, qui ressent, qui n'est pas jugeant, qui souffre, qui est bien, qui est drôle, etc. Nous les scientifiques essayons de comprendre et surtout on arrive en fait à des résultats parce que c'est pas que les scientifiques, c'est parce que les scientifiques travaillent avec les gestionnaires, qui travaillent avec les pêcheurs, qui travaillent avec les plaisanciers et qu'en fait tout le monde ensemble en fait on arrive à trouver des solutions pour des espèces aujourd'hui et rassurer à ce que nos générations futures en fait puissent continuer à la fois à pêcher par passion, que le grand-père ait pêché le loup avec son petit-enfant, ou que n'importe qui puisse profiter de ça, et que ces gens continuent à avoir accès à cette biodiversité de Méditerranée qui est quand même encore fabuleuse, et qu'il faut préserver, continuer à travailler, et c'est tous main dans la main, en fait, on peut y arriver. Voilà. C'est ça. Des questions, je suppose? Qui était la voix? C'était la voix d'Élise, ici, juste à côté, qui a quand même une voix magnifique. Alors, elle n'a pas la même voix quand elle parle, mais quand... À part ça... Ça va? Non, je dis au revoir. Oui, il le dit aussi. Merci pour votre présentation. Je m'interrogeais sur la façon dont les dorades, vous dites que quand elles quittent la lagune parce que la température baisse trop, c'est au moment, si j'ai bien compris, où la température de la mer, elle, reste plus chaude, puisqu'il y a plus d'inertie. Mais est-ce qu'elles viennent au niveau des passes pour détecter cette température plus favorable en mer? Exactement, c'est exactement ce qui se passe. On le voit très bien dans les temps de taux, que je connais mieux que les temps de 4. En fait, quand on va arriver vers septembre, mi-septembre, les poissons commencent à s'agréger, et d'ailleurs la capéchade il capture beaucoup, proche des deux grandes passes en fait, qu'il y a autour de l'étang de taux. Et en fait, c'est un moment où justement avec ces engins-là, ils commencent à en capturer pas mal, parce que les poissons se regroupent en fait. Et donc ils vont attendre ce déclencheur. Alors le déclencheur, il n'a pas un impact sur elle, parce que 18 degrés, ça va très bien pour une dorade. Mais pour une raison X, dans ses traits de vie, dans son histoire de vie, en fait, c'est un déclencheur qui lui dit c'est le bon moment pour que je parte, pour que j'arrive au site de reproduction où les conditions sont optimales pour mes œufs, en fait. C'est comme ça chez plein d'espèces. Alors pourquoi cette phase-là? Mais pour eux, entre photopériode, température, c'est un ensemble d'éléments. Il y en a probablement d'autres aussi, hein, mais c'est un en tout cas qu'on voit très fort, qui est un déclencheur en fait de ces départs pour cette espèce. Et j'avais une autre question par rapport au fait que vous disiez qu'il y a des poissons qu'on voit disparaître, et c'est probablement parce que si les 58% là dont on ne revoit pas, c'est parce qu'ils ont été pêchés. Il y aurait un moyen d'avoir des balises dans les ports pour les voir arriver par les pêcheurs, finalement? Ah oui. Hors de l'eau? Le truc, c'est qu'hors de l'eau, le son se coupe acheter très mal. Enfin, c'est son en basse fréquence. Et donc, du coup, il faut être tout près. Par contre, ce qu'on a vu, et c'est rigolo cette question, c'est que au port de Palavas, par exemple, ou de Carnon, là où les pêcheurs arrivent et vident leurs poissons, en fait, on a des stations qui sont là. Et en fait, on voit plein de poissons qui sont pêchés, qui sont vidés, parce que la valise, elle va émettre en continu cette station. C'est pas un poisson, on le sait. Parce qu'en fait, il s'est fait vider et le gars n'a pas vu qu'il y avait une marque dedans et elle tombe en bas. Quoi. Sinon, on met une sorte de spaghetti vous avez vu peut-être dans les images, un spaghetti qui permet en fait d'identifier que ce poisson est marqué. Question? Oui. Quand il fait trop chaud, comment elles réagissent? Ah bah, c'est ce qui est expliqué, quand il fait trop chaud, elles partent. Physiologiquement, elles vont en mer. Ah, parce que la mer est quand même beaucoup plus froide que les étangs quand ils chauffent. Les étangs, les capteurs. En fait, elles vont sortir au moment où la température va monter à 30, 33 dans les étangs. Elles vont le fuir, elles vont en mer, où l'eau elle est à 26, peut-être 27 chez nous. Là. Elles vont attendre en mer, voire descendre un peu plus bas, là où en dessous de la thermocline avec des eaux plus fraîches. Et elles attendent, et en fait,
Elles vont faire, je pense, des petites excursions pour voir quand est-ce que ça va, et bon, elles vont re-rentrer pour continuer à manger. Ces phases à très très forte chaleur, en fait, elles ne durent jamais très longtemps. Les épisodes de Malaga ou ces phases-là, elles vont durer vraiment quelques jours. Donc, on le voit bien, quelques jours ça monte très fort, et puis après, tout de suite, il y a un petit coup de vent, et pouf, ça rechute. Et là, les dorades remontent. Les loups, par exemple, ils s'en foutent. Et les loups continuent à rester, en fait, dans les étangs. Ça dépend des espèces. Bonsoir. Je me demandais si vous expliquez le fait qu'elles vont au calanque ou qu'elles vont vers les îles Med. Est-ce qu'il y a un lien avec l'environnement? Alors ça c'est une bonne question, tout le monde la pose, et pourquoi elles vont au calanque? Pourquoi elles vont au Médès? Ça j'en sais rien. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est que c'est un écosystème complètement différent. Le golfe du Lion, en gros, en face de Leucate, en face de Thau, c'est un gros plateau vaseux, sablo-vaseux. Très très peu de roches, etc. Donc ça plaît à certaines espèces pour se reproduire. Le loup d'ailleurs, il aime bien potentiellement ce genre d'habitat. Et je pense que la dorade pas du tout. Et donc elle va récupérer en fait des zones plus rocheuses. Pourquoi? Je n'en sais rien. Dont l'habitat correspond mieux en fait à leur mode de reproduction. On ne sait pas comment elles se reproduisent, on n'a jamais vu d'image en fait. On essaie pour le film de les filmer. Et pour l'instant on se casse les dents dessus, parce qu'on n'arrive pas à tomber dessus. On ne sait pas comment elles font, sur quel type d'habitat exactement elles se reproduisent. Et on pense que, alors pourquoi il n'y en aurait pas sur la côte vermeille? Finalement ici la côte vermeille, ça peut potentiellement assez ressembler les écosystèmes à ce qu'il peut y avoir avec l'encre. En tout cas, elles ne s'arrêtent pas, il n'y a pas du tout d'aggravation de dorade ici pour se reproduire. Elles vont un peu plus loin, et probablement juste un peu plus loin que les Médès, parce qu'on entend parler de regroupement de dorade en fait, qui serait les Médès, parce que là, il y a un habitat qui va correspondre. Pourquoi? Ça, c'est plein d'espèces. Pourquoi je vais là, à ce moment-là, me reproduire? Il y a toute l'histoire intergénérationnelle en fait, de cette espèce qui est probablement la fuse. Donc, je n'ai pas de réponse malheureusement là-dessus. Merci pour cette magnifique conférence. Est-ce qu'on sait à quelle hauteur, à peu près, elles migrent, c'est-à-dire au niveau de leur migration? Est-ce qu'on le sait? C'est des poissons qui vont naviguer juste au-dessus du fond. En fait, hein. Ils ne vont pas naviguer dans la colonne d'eau, ils vont raser les cailloux, ils vont être vraiment au fond. Les pêcheurs de sable, les chasseurs sous-marins de sable. C'est vraiment une espèce qui est très afféodée au fond. En fait. Ce n'est pas un poisson pélagique ou épipélagique, il va vraiment circuler puis au fond. Par contre, il circule, il avance. Merci pour cette conférence. N'hésitez pas à intervenir aussi par rapport au film, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez, voilà, ce que ça vous évoque, parce que nous, ça nous aide sur les orientations. Excusez-moi de Une question assez curieuse. Vous dites que vous les endormez. Comment vous endormez un poisson? Ah ouais, mais c'est une très très bonne question. Je pensais que vous saviez tous. Vous savez pas dire. Non, non. Oui, j'ai dit beaucoup de bêtises, il faut pas faire l'écouter. Donc en fait, on utilise, il y a différents produits. Il peut y avoir le génol, de girofle aussi par exemple. Moi j'utilise de la benzocaïne, qui est en fait un anesthésiant qui vient de l'homme, enfin qui a été utilisé sur l'homme, puisqu'en fait à l'époque les dentistes utilisaient la benzocaïne en fait comme molécule pour anesthésier localement en fait des os. Et pourquoi j'utilise plutôt cette molécule? Parce qu'elle a l'avantage en fait d'endormir le poisson très vite. C'est-à-dire mon poisson, quand je le mets dans l'eau avec la bonne dose de benzocaïne, il s'endort en 3-4 minutes. Alors que le girofle, par exemple, le génol, ça peut être beaucoup plus long. Sur mon expérience, en tout cas sur cette espèce. Et le réveil est très rapide aussi. Parce qu'en fait, moi je pense que la phase clé entre endormissement, l'opération et le réveil, il faut qu'il soit le plus court possible pour en fait relâcher ton poisson le plus rapidement possible. Et toutes ces phases, on va les réveiller trop lentement, etc., ça leur coûte. Et donc ça pénalise en fait la survie potentielle de l'individu. Moi j'utilise cette molécule-là. Et il y a aussi une autre considération, c'est que en fait, quand on prend des poissons qu'on relâche dans l'eau, qui potentiellement peuvent être pêchés
et donc partir dans l'alimentation humaine après. Donc nous, on a toutes des procédures par l'État, des obligations. Et en fait, du coup, on utilise cette molécule-là parce qu'elle a un taux de destruction, pour faire simple, qui est extrêmement rapide, et qu'elle a déjà une dérogation sur les saumons d'élevage pour être utilisée avant qu'ils soient mis en consommation humaine. Parce qu'il y a d'autres molécules qui sont plus performantes, mais qui sont absolument archi-interdites à la consommation et pendant longtemps. Tout poisson ou tout animal anesthésié avec ce produit-là, qui est à base d'encre en fait, hein, donc c'est vraiment pas du tout bon, est complètement interdit à la consommation. Donc moi je ne pouvais pas utiliser ce type de produit-là. Donc j'ai dû partir d'un produit soit plus naturel, soit en fait qui se biodégradait très rapidement en fait dans le corps du poisson, ou qui avait des dérogations parce qu'il y avait des sucres et des fêtes qui permettaient donc de relâcher un poisson sauvage qui potentiellement pouvait être pêché dans les 24 heures et partir dans l'assiette du consommateur. Toutes ces manips sont extrêmement régulées. Il ne faut pas croire que les scientifiques font pop et hop et ils font comme ils veulent. C'est un gros travail d'haleine pour faire des validations en fait, des procédures expérimentales qu'on met en place, donc, qui est validé par un comité d'éthique en fait, expert, donc, qui disent que vous faites, oui, vous pouvez faire ça. Il y a toute la partie souffrance du poisson qui est prise en compte. C'est-à-dire que maintenant, on nous interdit certaines manips parce qu'il est considéré que les poissons souffrent et que cette manip provoque une souffrance trop importante chez l'individu. Donc, il nous interdit de faire la manip. Donc, il y a toute cette phase aussi prise en considération du bien-être du poisson qui est validée, encore une fois, par un comité indépendant de l'État, etc. Et tout ça est validé sous tampon signature du ministère. Derrière, on est obligé d'avoir des formations qui sont extrêmement lourdes en chirurgie. Pour faire une chirurgie, c'est des formations de 3 semaines, faites par des vétos, qui nous permettent en fait d'avoir l'agrément de pouvoir faire ce type d'opération-là. Et seuls nous, ceux qui ont cet agrément-là, peuvent faire l'opération. Ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Hein. Il y a 10 ans, 15 ans, c'est ce qu'on fait. Hein. Les scientifiques faisaient ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment des régulations qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer de contrôler, entre autres, ce que font les scientifiques aussi. Et que derrière, effectivement, des écologistes ou des ONG très pro-protection des animaux puissent voir en fait, ce qui est fait a une importance, il est fait pour des raisons très spécifiques, et qu'on minimise le nombre d'individus qu'on impacte pour avoir notre résultat. Ça, c'est toutes des procédures qui sont extrêmement longues. Donc pour nous, ça nous coûte parce que c'est beaucoup de temps en fait, à rédiger, à faire valider, c'est des allers-retours, et qui aujourd'hui sont une réalité. Une dernière question peut-être? Vas-y. Merci pour votre conférence. Alors moi j'ai une question tout à fait basique. Comment dorment les poissons? Parce que s'ils s'arrêtent, je sais pas en fait. Il n'y a jamais de questions basiques. Parce que souvent les questions basiques, c'est les questions pièges. Comment dorment les poissons? Pas de bonne question. C'est comme les oiseaux sur une patte. Ça dépend des poissons. Il y en a qui bougent tout le temps. Moi j'ai par exemple les perroquets, au milieu tropical, ils vont se mettre dans un trou, ils se font un cocon de bave, de mucus. En fait, ils dorment dans ce cocon-là et que ce cocon, en fait, qui les protège des odeurs par rapport à des prédateurs qui vont venir les manger. Tu as des espèces qui sont plutôt, déjà, qui dorment 2 jours et pas de nuit. Les corbeaux et les rascasses, en fait, ils chantent la nuit, en fait, ils chantent pas le jour, ce que je vous ai fait écouter. Maintenant, comment ils dorment, j'avoue ne pas avoir passé suffisamment de temps dans l'eau pour me rendre compte. Si, quand on plonge de nuit, on voit plein de poissons qui sont étalés sur des trous, alors ils n'ont pas de paupières, ils ne ferment pas les yeux, hein, qui ne bougent pas en fait. Le faisceau lumineux, quand on avance, on peut s'approcher très près de plein d'individus. Alors, je ne pense pas qu'ils dorment au sens, je ne suis pas tout spécialiste, mais je ne pense pas qu'ils dorment au sens où nous on l'entend, quoi, avec une phase où je suis complètement absent. Ceci dit, probablement, parce qu'on peut vraiment s'approcher jusqu'à les toucher, quoi. Et là, d'un coup, ils partent. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas. Et forcément, ils ont un repos physiologique obligatoire, parce que sinon, ils ne tiendraient pas. La dernière. Si on imaginait que les poissons retournent se reproduire là où ils sont nés, est-ce qu'on pourrait le vérifier en pêchant l'eau de dorade en Espagne, le transporter jusque dans l'étang de Berre, pour voir si ensuite il irait dans les calanques ou s'il reviendrait dans les îles humaines? Alors, il se trouve qu'on a fait pas mal de trucs comme ça. Mais oui, on ne l'a pas fait sur les dorades, mais oui, c'est exactement ce qu'on fait en fait. Pour prouver cette théorie du homing. Le homing, c'est cette capacité de revenir sur ton site où tu es né en fait, après ton développement à la reproduction, quelques années plus tard. Donc
ça, c'est exactement le type de manip qui ont été faites. Sauf que maintenant, encore une fois, en termes d'éthique, en termes de validation, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai fait par exemple sur les tortues. C'est des manips qu'on a faites sur les tortues. Je voulais savoir comment elles retrouvaient leur site de ponte. Donc on les prenait sur le site de ponte. Au moment où elles voulaient pondre, on les transloquait en mer sur 150 km, moins, hein, et on les remettait dans l'eau. Et on se disait, tu es capable de retrouver ton site. Et donc c'est comme ça qu'on travaillait sur l'orientation, avec le champ magnétique, etc. Et on a retrouvé le champ magnétique. À l'époque, on pouvait encore faire des trucs. Maintenant, éthiquement, c'est des manips qui ne passeraient plus, quoi. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a eu ces manips-là qu'on a eu certaines avancées. Et aujourd'hui, c'est extrêmement protecteur, hein, les expérimentations sur les animaux, et c'est assez compliqué de faire passer des manips qui sont un peu limites. Aujourd'hui, moi, avec mon éthique à moi, mon évolution, je ne la referai plus jamais, une manip comme celle-là sur les tortues, je ne la ferai pas. Je trouverai d'autres moyens de répondre à cette question. Mais sinon, c'est exactement ce qu'on fait. Et juste un dernier point, parce que je pense que ça vous intéresse, Élise me l'a rappelé tout à l'heure, parce qu'on a fait une grosse manip aussi, exactement de ce type-là, dans la baie de Sainte-Catherine. Donc, je pense que vous connaissez tous, hein, l'île de Sainte-Catherine. Tout l'été dernier, où en fait, on a utilisé exactement ce type de technologie, donc des stations d'écoute avec des poissons marqués, sauf qu'on ne travaillait pas aux mêmes fréquences, et on a mis des stations d'écoute très proches, qui discutaient entre elles, c'est-à-dire chaque station savait où était l'autre station, ce qui nous permettait de faire de la triangulation, et quand on avait une émission d'un poisson, de savoir exactement le positionner dans l'espace. Et on a marqué des poissons où les taux des dorades, les marques, elles émettent toutes les 130 secondes. 130 secondes, elle fait je suis tartan. 130 secondes après, je suis tartan. Donc on a des points, des moments. Là, c'était toutes les 5 secondes. Et en fait, ça nous permettait de reconstruire les trajectoires des poissons. Et en fait, on n'a pas travaillé sur les dorades, on a travaillé sur toutes les communautés que vous voyez quand vous mettez votre masque. Donc on a marqué des girelles, des castagnols, des rascasses, des murènes, des cérans écriture. On a marqué tous ces petits poissons que vous voyez, parce qu'on a fait des opérations sur des poissons qui faisaient 9 cm. Donc vraiment microscopique, avec des toutes petites balises électroniques. Et donc on a marqué une centaine de poissons, donc beaucoup de poissons. Et on a laissé ça pendant 2 mois avec ce réseau-là. Et l'idée, c'était de voir quoi? Bien sûr, comment tout ça interagissait les uns avec les autres. Mais l'idée, c'était de comprendre quel était l'impact du tourisme, en fait, sur ces communautés qui sont fortement exploitées par le tourisme, entre les bateaux qui sont là, les plongeurs, etc. Et on a mis sur tous nos hydrophones qui écoutent les pings des poissons, on a mis des hydrophones qui écoutent tous les bruits. Ceux qui enregistrent la rascasse. D'ailleurs, ce son de rascasse vient de cet hydrophone de polype. Donc ça, c'est une rascasse de polype, vous avez entendu. On va dire, j'ai entendu une rascasse de polype. Ça chante comme un crapaud. Et donc on a fait ça pendant 2 mois. On a récupéré des millions de données, puisque tous nos poissons ont bien survécu. Et donc là, on est en train de travailler pour comprendre en fait quel est l'impact, déjà, comment la communauté interspécifique fonctionne avec elle, qui travaille ensemble, qui s'évite, qui mange qui, etc. Donc, on va voir une trajectoire, on va voir les poissons qui bougent sous l'eau pendant 2 mois. Les bandes castagnols, est-ce qu'ils restent ensemble, est-ce qu'ils se mélangent, etc. On était dans les phases de reproduction de castagnols, en plus c'était sympa, et des phases de reproduction de girelles. Et donc là, il y a des armes, Anaïs, notre travail là, c'est d'exploiter maintenant toutes ces données, on a fait cette manip avec elle, pour essayer de comprendre tout ça, et notamment l'impact des kayakistes, des nageurs, des bateaux, sur comment ces poissons vont agir quand un bateau arrive, et derrière, pour le gestionnaire, ce qu'on a fait avec le parc marin du Golfe du Lion, savoir si en fait ça n'a pas d'impact, ou s'il y a un impact, comment essayer de le réguler, de l'améliorer, pour laisser un peu plus tranquille la biodiversité qui est sur la ville. Voilà, je disais ça parce que vous allez en entendre parler, je pense, ces prochains mois, en tout cas l'année prochaine, de cette manip qui a eu lieu juste